Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show. C'est le Texama Show 130, je sais plus combien, c'est pas important. Tape des matières dans la description comme d'habitude, c'est un Texama Show plus varié que d'habitude, vous allez voir au niveau des news, donc ça vaut la peine, on a un peu de science, d'espace et de plein d'autres trucs comme ça, donc c'est génial. Du coup, n'hésitez pas à checker la description pour être sûr de rien manquer. Je vais commencer du coup par quelques petites news de la chaîne. Déjà, merci à tous pour votre soutien continu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je dirais même que ce début d'année est plutôt pas mal pour la chaîne. J'essaye, du coup, maintenant que j'ai le nouveau studio, je peux être pleinement sur la chaîne Texama et j'avais dit que je me mettrais à fond à partir de janvier parce que selon moi, c'est une période importante. Et là, on a 2 vidéos par semaine maintenant, plus le Texama Show, donc ça fait 3. On va monter jusqu'à 3 vidéos par semaine. Je voulais le faire cette semaine-ci, je voulais faire la vidéo sur comment transformer un vieux disque dur en disque dur externe ou le réutiliser tout simplement dans un PC. Mais je me suis dit que d'un coup passer à 3 vidéos par semaine, c'était peut-être un peu violent, donc je vais y passer petit à petit, donc peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine encore après. Le temps d'accumuler correctement les vidéos qui est bien bon, ça roule bien, quoi, la boule roule, on va dire, oui, un petit peu ça. Et que du coup, j'arrive à enchaîner correctement les vidéos. Le micro me paraît plus haut que ce que j'avais réglé. Donc ouais, mais le but c'est de passer à 3 vidéos par semaine plus le Texama Show. Évidemment, le but aussi c'est d'avoir des vidéos intéressantes. Donc j'aimerais avoir des vidéos variées. En général, il y aura toujours un Texama Show, il y aura toujours une review. Ça peut être une review d'un clavier, d'un casque, d'une carte graphique. Il y aura toujours une vidéo un petit peu orientée config ou conseil d'achat. Et puis il y aura toujours une vidéo souvent genre explication, genre comment faire ci, comment faire ça. C'est un peu mon but sur la chaîne. Je pense que si ce qui intéresse le plus de gens, ce qui intéresse vraiment, c'est de ce que j'ai remarqué, c'est les news. Comment faire quelque chose, souvent faire quelque chose simplement, efficacement, le plus rapidement possible. Et aussi les guides d'achat. J'ai l'impression que c'est vraiment les 3 trucs qui collent le plus aux gens. Après, je continuerai de tester des trucs, hein, parce que des fois, on ne se rend pas compte que les gens aiment bien quelque chose d'autre. Mais moi, j'aime bien faire ça quoi qu'il arrive, donc je vais améliorer la qualité de ces vidéos-là. Je vais essayer d'être, par exemple, dans les guides, d'être le plus bref possible, mais en expliquant le mieux possible. Ça prend du temps hein, de bien prendre l'habitude, parce que j'ai tendance des fois à trop... J'aime bien citer tous les petits cas particuliers que les gens pourraient tomber dessus, pour être sûr que les gens voilà, n'aient pas de surprise, parce que du coup, ils regardent la vidéo, ils se disent « Ok, il a dit ce petit cas particulier, bah, je suis tombé sur ce cas, voilà, je sais quoi faire. » Mais des fois, je devrais quand même ignorer certains cas particuliers qui pourraient être traités via commentaire ou via une précision, peut-être dans la description au cas où, donc ouais. Dans tous les cas, c'est un petit peu le genre de vidéo. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs comme genre de vidéo sur la chaîne? Ça, je suis intéressé que vous me le dites. Peut-être les guides d'achat plutôt, les reviews en particulier, quel genre de review? N'hésitez pas à me le dire, que je puisse voir un petit peu sur quoi je peux me concentrer peut-être un peu plus. Mais bon, on ne dépassera pas non plus d'ailleurs les 3 vidéos. On n'ira pas au-dessus de 3 vidéos par semaine, plus ce Texama Show, donc 4 vidéos. Parce qu'il me semble que c'est bon. J'ai regardé à peu près toutes les chaînes tech qui m'inspirent beaucoup. Et bien souvent, c'est le rythme de sortie. Il y en a, ils sont à une vidéo par jour. Mais j'ai déjà une chaîne gaming où j'ai une vidéo par jour. Donc, j'équilibre un petit peu. 3 vidéos par semaine, plus le Texama Show, ça me semble être raisonnable. Surtout si je peux les préparer à l'avance et que ben, je vois venir, tout simplement. Donc, ça devra aller. Donc, ouais, ça c'était la première news. Deuxième news, c'est que le PC watercoolé est enfin fini. Il y a encore je dois encore quelques plans pour tourner, pour montrer, tout ça. Il y a encore le truc de protection d'ailleurs. La vitre, normalement, serait un peu plus transparente à mon avis quand il n'y aura pas le truc de protection. Euh, du coup, je voulais faire une petite update là-dessus. Donc ça arrivera. Vous aurez une vidéo sur la chaîne Texama où c'est plus suivi. Je filme beaucoup avec mon téléphone, mais c'est en bonne qualité, ne vous inquiétez pas. Mais c'est plus suivi mon expérience, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Évidemment, il y a eu le problème du waterblock GPU, hein, qui était causé par ces foutus câbles qui étaient mal branchés. Et il y a des gens qui, malgré que je l'ai clairement dit dans la vidéo, mais Ikea a dit clairement, oui, les câbles étaient mal branchés et ils m'ont envoyé des câbles de remplacement qui sont installés sur Waterblock. Et c'est ça qui posait problème. Toutefois, comme j'aimais quand même pas, genre j'avais plus confiance en cette backplate, je vais être très honnête, ça ne m'inspirait pas confiance de la réinstaller. J'ai trouvé un moyen d'installer la backplate de base, celle qui est fournie avec la carte de base. Et c'est un peu de bricolage, je vais être très honnête, mais c'est pas la première fois que je fais un peu du bricolage comme ça. Et ben là, le truc, c'est que j'ai pris les choses en main. Parce que quand j'ai installé le Waterblock la première fois, j'ai totalement fait confiance à Ikea. J'étais en mode, oh, ok, Ikea est une marque reconnue et tout ça. C'est toujours une marque connue, selon moi. C'est toujours une très bonne marque.
Mais juste maintenant, j'ai pris mes précautions. Je me suis dit, ok, peut-être que des fois, ben, ils font des petites erreurs de design et qu'il vaut mieux ben, prendre les choses en main et vérifier par soi-même, tout simplement. Donc vérifier que tout est bien mis, tout est correctement, la pression est bonne de montage et tout ça. Et donc, ben, c'est ce que j'ai fait en mettant la backplate de base. J'ai trouvé un moyen de la monter qui marche plutôt bien. Tout est nickel, les températures sont nickel, même vachement nickel. La carte boost pour information à plus de 2000 MHz à chaque fois. Toute seule, j'ai même pas overclocké. J'ai juste dit, prends 125% de l'électricité que tu peux prendre d'habitude. Donc ça veut dire 300 watts sur un RTX 2080 Ti. Et fais-toi plaisir. Et elle est tout le temps à 2000, 2050 MHz dans tous les jeux et tout. Donc c'est nickel. Et elle est dans les 40 degrés. Je ferai une autre vidéo sur est-ce que ça vaut la peine de faire du water cooling et tout ça. Spoiler alerte, c'est plus pour le look, hein, soyons honnêtes, et aussi pour le plaisir de bidouiller, parce que maintenant vous pouvez acheter des water cooling tout préfaits et il y a des cartes graphiques avec des refroidissements énormes. Avant, voilà quelques années, les cartes graphiques n'avaient pas des aussi grands refroidissements. Ça, c'est une autre vidéo que je prévois. Quand je dis que je les prévois, ça ne veut pas dire qu'elle va sortir la semaine prochaine, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui croient des fois que je dis « Oh, je la prévois ». Ils me disent « Oh, on l'a dans 2 jours ?» Non, non, je la prévois. C'est-à-dire que elle est dans mon carnet d'idées. Et quand je suis en mode « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Je regarde mon carnet d'idées. Oh, je suis en mode « Ok, c'est là où je voulais la faire. » Et c'est là que je le fais à ce moment-là. Donc, c'est prévu, mais je ne donne pas de date. Mais j'aimerais comparer, vous montrer le refroidissement d'une carte graphique haut de gamme par rapport au refroidissement d'une carte graphique haut de gamme de voilà 10 ans. Et vous montrer à quel point, genre, c'est plus la même chose, ça a beaucoup évolué. Et c'est pour ça que maintenant, ouais, vous achetez une carte graphique comme la Strix ou même la Gaming X de MSI ou même les grosses cartes DVG et tout ça, ou même celle de Gigabyte avec les 3 ventilateurs. Oui, Deutsche Qualität. Vous n'avez plus besoin vraiment de water cooling. À une époque, les refroidissements fournis avec les cartes et tout ça étaient suffisants. C'était voilà, suffisant. Maintenant, ils sont très bons en temps normal. Il y en a des fois des mauvais, mais bon. Dans tous les cas, oui, ce sera une autre vidéo sur la chaîne. Vous aurez la vidéo sur comment un peu plus suivi. Et sur la chaîne gaming, vous aurez la vidéo un peu plus genre showcase très rapide. On va pas trop dans les détails. On montre juste comment c'est beau et tout ça, comment c'est monté. Et on se concentre sur faire une jolie vidéo. Pas forcément, même pas, enfin, c'est pas un guide de water cooling, mais même la vidéo sur la chaîne Tech, ce sera pas un guide de water cooling, c'est plus genre mon aventure lorsque je fais tout ça. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Ça arrive très prochainement. Ça a pris un petit peu de temps avec ces problèmes de waterblock GPU, mais bon, yep, c'est pas grave. Ok, alors première news, c'est au niveau de Apple et l'Union européenne. Au final, c'est un vieux débat, mais qui surface un petit peu ici. Donc, au début des années 2010, l'Union européenne a un peu poussé vers tous les marchands, enfin plutôt les fabricants de téléphones, pour avoir tous le même port de chargement. Parce que si vous ne savez pas, et c'est assez bizarre quand on y pense, mais enfin, c'est pas si bizarre. Mais à l'époque, pratiquement toutes les marques avaient leur port de chargement. Samsung avait un truc un peu long et allongé. Certains utilisaient un port arrondi, un petit peu comme les ordinateurs portables ont des fois. Il y en a d'autres qui utilisaient un truc qui ressemblait à du micro USB. Il y en a d'autres qui utilisaient du micro USB déjà à l'époque. C'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment, il y avait pas de. Si vous achetiez un nouveau téléphone et qu'il n'était pas de la même marque, vous ne pouviez plus utiliser votre port de chargement. Et ça crée beaucoup de déchets et tout ça. Du coup, l'Union européenne a poussé vers l'adoption d'un seul port de chargement, qui était le micro USB à l'époque. L'USB type C est passé dans le truc aussi, donc il est valide aussi. Donc s'il y en a qui disent « Ouais, mais maintenant, on n'a plus un seul port, il y a du micro USB, il y a de l'USB type C », dites-vous que l'USB type C est choisi comme remplacement du micro USB. C'est pour ça qu'il est autorisé aussi et que c'est en train de petit à petit migrer vers l'USB type C. D'ici, à mon avis, d'ici 3 ans, il n'y aura que de l'USB type C sur tous les téléphones. Donc c'est pour ça. Mais du coup, à l'époque, Apple, évidemment, avait dit Nope, on a notre Lightning. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, à l'époque où Apple a créé le Lightning, et pendant de très nombreuses années, le Lightning était totalement justifié. C'était un bien meilleur port de chargement. Il transférait plus d'électricité. Il était beaucoup plus, vous pouvez le brancher dans les deux sens. Il était beaucoup, beaucoup mieux que le micro USB. Il n'y avait aucun débat là-dessus.
Il y a même des versions du Lightning qui ont pu directement, il me semble, transférer signal vidéo et tout. Donc ouais, c'était clairement une amélioration par rapport au micro USB. Pour moi, c'était justifié de l'avoir, vous voyez. Pour moi, ça me choquait pas trop parce qu'ils étaient en mode non, on va pas utiliser votre micro USB parce qu'on a juste beaucoup mieux en fait. Et pour le consommateur, selon moi, oui, c'est bien d'avoir un truc rétro-compatible en tous les trucs, mais si vous pouvez avoir quelque chose de bien meilleur, pour moi, ça vaut la peine d'avoir quelque chose de propriétaire s'il est bien meilleur. Et puis évidemment, depuis maintenant, on a le USB Type C, et c'est ça que ça revient. Il y a un nouveau. Ça pousse à nouveau au niveau du Parlement européen pour que, notamment Apple, hein, c'est que Apple hein, au final, hein, Apple utilise justement le même standard que tout le monde, donc l'USB Type C, ou le micro USB, il pourrait l'utiliser, mais à mon avis, il ne l'utiliserait pas. Et donc, ça relance le débat. Et Apple a un petit peu des excuses bizarres. Alors, déjà, il faut savoir que le consortium, donc les marques, toutes les marques qui sont associées pour créer l'USB Type C, Apple en fait partie. Et ils ont l'USB Type C partout sur leur Mac, leur MacBook et aussi leur iPad maintenant. Donc, ils sont à fond sur l'USB Type C. Pourtant, sur leur téléphone, ils continuent de garder le Lightning. Plusieurs raisons. Selon moi, je vais être très honnête, soyons honnêtes, c'est pour l'argent. Le Lightning appartient à Apple. Si je fais un accessoire en Lightning, je dois payer Apple pour utiliser le port Lightning. C'est pour se faire de l'argent. En plus de vendre l'iPhone, si même quelqu'un est en mode « Ah non, j'utilise pas le chargeur Apple » ou si j'utilise pas le truc Apple propriétaire, je vais utiliser un truc fait par une autre marque. En fait, même en achetant un truc d'une autre marque, ils payent Apple indirectement en fait. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Soyons honnêtes, c'est pour ça qu'ils gardent le Lightning parce que ça leur fait pas mal d'argent. Clairement, quand ils sont mis pour faire l'USB Type-C avec les autres marques, ils auraient pu passer à ce moment-là en même temps que tout le monde. Ça n'aurait rien changé pour eux. Mais c'est parce qu'ils font plus d'argent en gardant le Lightning en vie pour le moment. Et je pense que leur but à long terme, c'est juste d'un coup de plus avoir de port en fait. Ils vont passer de port Lightning à plus de port sur leur téléphone. Et c'est vraiment ce qu'ils visent en fait. Ils veulent pas avoir pendant quelques années l'USB Type C en attendant de plus avoir de port. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi gardé le Lightning parce que ça faisait de l'argent et qu'ils voulaient passer directement à un téléphone sans aucun port, juste vous charger sans fil et puis basta. Évidemment, l'Union européenne pas trop contente. Donc Apple a un peu des excuses bizarres. C'est genre, l'une de leurs excuses, c'est que ça va réduire l'innovation. Et là, on est en mode, what? Donc apparemment, ça réduit l'innovation si tout le monde est obligé d'utiliser le même port. Mon micro est en train de remonter tout seul, j'ai l'impression des fois. Oui, apparemment, vous manquez d'innovation si vous êtes obligé d'utiliser le même port que tout le monde. Je peux comprendre la logique, mais ça, c'est stupide parce que au final, c'est surtout les téléphones Android qui innovent beaucoup ces derniers temps, donc c'est un peu ironique. Et ils avaient une autre excuse, comme quoi ça allait créer, et c'est en partie vrai en réalité, que ça allait créer beaucoup plus de déchets. Ben, évidemment, parce que s'ils passent à l'USB Type C, tous les gens qui prennent un nouvel iPhone en USB Type C vont jeter certainement ou se débarrasser de leur chargeur en Lightning. Moi, j'argumenterais que bien souvent, il y a le marché de l'occasion et que les gens qui avaient un ancien iPhone vont juste le revendre en même temps que l'ancien iPhone. Ils vont donner le chargeur en même temps, en bonus. Tiens, genre, t'achètes mon iPhone, voilà mon ancien chargeur qui ne me sert plus à rien. Moi, j'argumenterais que la plupart des gens vont certainement faire ça, sauf évidemment les gens qui ont cassé leur iPhone et qui sont en mode, il m'en faut un nouveau. Bon, là, ils vont certainement le jeter. Donc, il y a une part de vérité. Clairement, là-dedans, ça va créer des déchets en plus, le temps de transitionner vers l'USB Type C. Mais à côté de ça, je veux dire, il y a tous les chargeurs USB Type C qui existent déjà et tout. Donc. Et puis il y a des trucs chez Apple qui utilisent l'USB Type C aussi. C'est ça qui est assez ironique dans ce qu'ils disent, c'est que ça va créer des déchets. En mode, vous avez déjà de l'USB Type C en fait. Quelqu'un qui a déjà un iPad Pro chez vous et qui a un iPhone, au lieu d'avoir deux chargeurs, pour en avoir un et l'autre chargeur pour être recyclé pour faire des choses plus utiles. Donc, c'est genre, oui, mais non, mais c'est un peu des excuses au final. Donc voilà, c'est le gros débat qui revient. Selon moi, ils devraient passer à l'USB Type C. Après, je peux comprendre que s'ils prévoient dans 1 ou 2 ans de passer sans aucun port sur leur iPhone, ce qui est selon moi une décision un peu stupide. Mais bon, je veux dire, Apple a lancé souvent des décisions assez stupides et puis les gens étaient en mode ah oui, c'est devenu le nouveau standard. Genre l'abandon du jack, alors que le Bluetooth est encore un peu bancal et voilà. Enfin bref, dans tous les cas, ouais, c'est une histoire en cours.
Une autre histoire, tiens, qui a un petit peu rapport, on va dire, à Sonos. Sonos, si vous ne savez pas, c'est une société qui fait beaucoup de systèmes audio connectés, intelligents dans votre maison. Ils l'ont fait bien avant tout le monde et c'est ça qui leur a donné une assez bonne réputation au final. Donc vous installez, même avant l'époque des smart speakers, ils avaient déjà des systèmes connectés où vous pouviez être en mode, depuis votre smartphone, jouer de la musique dans n'importe quelle pièce. Vous allez dans la salle de bain, ça joue dans la salle de bain. Vous allez dans la cuisine, ça joue dans la cuisine. Donc c'était plutôt pas mal. Et du coup, ben, Sonos a littéralement arrêté d'update. Enfin, ils vont arrêter d'update leurs plus vieux produits, enfin certains vieux produits qui datent d'une petite dizaine d'années à partir de mai. Et le problème avec Sonos, c'est que vous dites, ah ok, il n'y a plus d'update, bon, c'est un peu dommage, on n'a plus les dernières fonctionnalités. Non, non, ça fonctionnera plus. Genre, les produits Sonos, quand ils sont plus update, au bout d'un moment, ils passent en mode, ce qu'ils appellent recyclage. Et quand votre appareil est en mode recyclage, il est basiquement useless. Vous ne pouvez même plus l'utiliser pour des fonctionnalités basiques. Et c'est stupide. C'est stupide à un point. Ça, vous voyez, ça crée des déchets. Ça crée vraiment des déchets. Et c'est juste... Ouais, l'excuse de Sonos, c'est que bah, c'est des vieux trucs, évidemment, ça fait... Voilà, ils ont pratiquement 10 ans, ces produits, hein, qui, en termes de technologie, est plutôt vieux, hein. Mais pour moi, selon moi, de l'audio, c'est genre, vous avez des gens qui ont encore des produits audio qui datent des années 80 et des années 60 et qui marchent encore très bien. L'audio, c'est... On a déjà parmi les meilleurs... On a déjà atteint le sommet, selon moi, des performances audio. Bon, on continue à améliorer avec des nouvelles technologies, mais on a déjà des très bons produits avec des technologies des années... de vieilles années, pourtant. Le seul truc qu'on rajoute maintenant, c'est qu'on le rend plus intelligent. Du coup, il n'y a pas besoin d'upgrade aussi souvent qu'un smartphone, autre chose. Vous pouvez upgrade, si vous avez un bon système sonore, vous pouvez l'upgrade tous les 15-20 ans, même limite. S'il se contrôle encore correctement et que vous pouvez le brancher dans ce que vous voulez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc, selon moi, voilà, c'est... 10 ans, c'est pas si vieux au final pour des produits audio. Le pire aussi, c'est que du coup, ils les rendent basiquement inutilisables. Ça aussi, c'est juste genre, t'es en mode, mais pourquoi je peux pas continuer d'utiliser genre, pourquoi je suis obligé de me le faire désactiver totalement, quoi. Et puis, évidemment, ils ont un programme aussi de... Si vous avez un vieux produit Sonos, que vous voulez passer un nouveau produit Sonos, vous pouvez redonner votre ancien produit Sonos et vous avez une réduction et tout ça. Donc, c'est pour essayer d'inciter les gens à passer vers les nouveaux produits. Et en fait, selon moi, ben, le truc, c'est que ça leur coûtait de l'argent d'update ces vieux produits et qu'ils sont en mode, ça vaut plus la peine de les update. On arrête de les update et nos clients fidèles vont passer aux nouveaux produits et ça nous fait de l'argent et puis c'est nickel en fait. C'est de l'obsolescence programmée basiquement. Enfin, c'est vraiment ça, c'est de l'obsolescence programmée. C'est la définition même de l'obsolescence programmée selon moi. Donc ouais, c'est assez stupide. Soyons honnêtes, c'est assez stupide. Selon moi, on devrait pouvoir toujours l'utiliser d'une manière basique quoi qu'il arrive. Et ça aussi, ça soulève la question de tous ces appareils connectés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de les acheter? Parce que aussi bien bah oui, dans 5-10 ans, votre appareil connecté sera juste genre useless. Et pour certains trucs, encore une fois, par exemple pour tout ce qui est audio, vous n'avez pas besoin d'en racheter tous les ans, quoi. C'est même largement pas. C'est comme votre machine à laver, vous en achetez une, vous l'utilisez jusqu'à quand qu'elle ne marche plus. Et vous la réparez quand elle ne marche plus. Et si ça devient trop cher de la réparer, vous la changez. Et selon moi, c'est un peu le même genre de choses ici. C'est un peu... Ouais, c'est de l'obsolescence programmée, ce genre de truc. Pour moi, ça me montre que, ouais, des fois, il vaut peut-être mieux acheté un bon système audio, pas intelligent, et puis acheter une partie intelligente que vous branchez dessus, peut-être. Un peu comme l'avait fait Google avec le Chromecast Audio, même si le Chromecast Audio, on peut plus l'acheter. Mais il vaut mieux faire ça parce que du coup, si la partie intelligente devient obsolète, c'était juste une petite partie de ce que vous avez acheté. Vous pouvez l'acheter et en acheter une nouvelle ou autre chose, ça va encore. Et vous avez toujours votre système audio. Donc, peut-être qu'il faut faire attention à ce qu'on rend intelligent dans notre maison. Ça soulève aussi la question. Ça fait une référence à la semaine dernière où on avait des toilettes connectées ou un pommeau de douche connecté. Qu'est-ce qui arrive dans 10 ans quand ils arrêtent de le supporter ou même dans 6 ans au final? Parce que Sonos, ils l'ont quand même supporté un petit moment, hein, faut pas déconner. Même si c'est stupide qu'ils mettent en mode recyclage au bout d'un certain temps qui est plus d'update. Mais bon, dans tous les cas, ouais, on va voir comment ça évolue. Il y a peu de chances que Sonos fasse grand chose parce qu'ils sont en mode, bah, on s'en fiche. Mais une chose est sûre, peut-être que
un ancien client de Sonos pourrait se dire, bon, ben, peut-être que j'achèterai pas sur Sonos, enfin chez Sonos tout simplement. Ensuite, on a, ça c'était plutôt intéressant je trouvais, c'est le Galaxy A51 qui est sorti en fait. Il y a aussi le A71, il y a aussi un A21 si je me souviens bien, je sais même plus. C'est un téléphone qui, alors c'est pas le meilleur téléphone, soyons honnêtes. Vous avez des très bons téléphones de chez certaines marques chinoises qui sont pour le prix même selon beaucoup de gens, certainement meilleur. Vous avez aussi, par exemple, le Galaxy A71, il est à pratiquement 500 euros. Vous avez le OnePlus 7T, par exemple. Donc, c'est pas le meilleur téléphone, mais selon moi, le Galaxy A51, ce qui est vraiment bien, c'est que beaucoup de gens aiment bien avoir un téléphone Samsung parce qu'ils sont habitués aux particularités Samsung. Vous voyez, il y a des trucs propres à Samsung que vous n'avez pas chez d'autres marques. Et ils aiment bien ça. Et du coup, moi, selon moi, ce que j'aime bien avec ce téléphone, et je connais quelqu'un de ma famille qui l'a pris, et ce qui est bien, c'est que comme il coûte pas trop cher, vous pouvez souvent l'avoir avec un abonnement sans même payer. En fait, juste vous prenez et puis vous l'avez avec votre abonnement automatiquement. Et ce qui est bien, c'est que ben, c'est un bon téléphone Samsung, en fait. Le prix est honnête, les specs sont très bonnes. Ça ressemble vraiment à un téléphone haut de gamme, mais déguisé en téléphone moins haut de gamme, on va dire. Donc là, notamment le A51 a un bon écran 6,5 pouces, Super AMOLED en plus, avec une bonne résolution, c'est quand même du 1080p et puis plus haut encore au niveau résolution. Il a quand même un Exynos au niveau processeur, ce qui est pas trop mal, 4 Go de RAM. On a d'ailleurs l'équivalent de cet Exynos, ce serait un Snapdragon 700 ou 600 ED, je ne sais plus trop, mais c'est quand même vraiment pas mal. Il a pas mal de capteurs 4 capteurs photos, c'est peut-être un peu abusé. Et il a tout ce qu'il faut en fait. Et ben, il a un prix honnête. Et ça souligne encore une fois le fait que, ouais, les téléphones deviennent de plus en plus chers, mais vous pouvez acheter un téléphone à 300 euros qui, franchement, pour la plupart des gens, suffirait amplement. Il a même maintenant un écran percé plutôt que d'avoir la notch. Certaines personnes préfèrent limite avoir une vraie notch plutôt qu'un écran percé comme ça, mais moi, quand c'est centré, ça me va. C'est le fait que ce soit sur le côté que ça me dérange personnellement. Même si je comprends pourquoi ils le mettaient sur le côté sur le Galaxy S10, c'était parce que les gens regardent moins les coins tout simplement d'un téléphone, ils regardent plus genre les extrémités de l'écran, mais pas forcément le coin. Euh, Pareil même, on pourrait cacher quelque chose dans un coin de l'écran et vous ne le verriez même pas forcément. Au bout d'un moment, vous l'ignorerez. Il y avait MKBHD qui avait testé ça, où il avait mis un petit trou noir en haut à gauche de l'écran. Personne ne le remarquait. Même moi, je regardais sa vidéo, je n'ai même pas remarqué que c'était apparu sur un des plans, quoi. Donc c'est juste pour dire à quel point, quand c'est dans un coin, ça se voit moins, alors que quand c'est au milieu, dans un coin, c'est déjà un peu plus remarquable, on va dire. Ensuite, on a une autre news au niveau de la RTX 2060 KO, qui est, je vous rappelle, une nouvelle carte qui a sorti VGA. C'était une 2060 encore moins chère, qui était à 299 $. Elle n'est pas vraiment disponible en Europe, j'ai vu nulle part en tout cas. Elle est très peu disponible aux États-Unis, donc ouais. Mais il y avait un truc hyper intéressant avec cette carte, c'est que certaines, pas toutes, mais certaines de ces RTX 2060 KO ont, ou apparemment pratiquement toutes en réalité, on ne sait pas trop parce qu'il faudra en avoir plusieurs sous la main pour vraiment le vérifier, mais apparemment elles viendraient avec le même GPU que les 2080. Sauf qu'évidemment, c'est un GPU qui a été castré, mais c'est le même techniquement. Il a juste été désactivé avec le micro-logiciel qui fait tourner la carte graphique et tout, et peut-être même physiquement, mais ça reste le même GPU. Et donc, dans les jeux vidéo, elle est la même. Ça ne change rien au niveau performance. Mais dans les tâches, par exemple, professionnelles, Gamer Nexus a fait un test et ils ont remarqué que la 2060 KO de EVGA est plus puissante qu'une 2060 normale Founder Edition. Genre beaucoup plus puissante. Et elle se rapproche même des niveaux de performance d'une 2070 dans des tâches professionnelles. Donc, plutôt intéressant. Ça peut être. Des fois, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent être des bons plans pour les professionnels, genre qui ont un budget assez serré, et qui ne peuvent pas acheter les grosses cartes graphiques professionnelles. Ça peut être intéressant, vous voyez, ce genre de truc de prendre une carte moins chère, mais qui au final a les mêmes puissances parce que ils ont oublié de la nerfer là-dessus en quelque sorte. Donc ouais, moi je trouve ça fun. C'est un peu du. C'est même pas du bidouillage parce qu'il n'y a rien à bidouiller, mais c'est toujours intéressant ce genre de situation. Ensuite, on arrive au niveau carte graphique. La fameuse RX 5600 XT.
J'ai fait une vidéo qui est sortie pendant la semaine, vous avez dû la voir. Ici, c'est plus pour faire des petites updates par rapport à la situation qui évolue. Il y a à nouveau un petit peu de débat, ou même, je dirais même un peu une controverse. C'est que l'un des problèmes avec la RX 5600 XT, c'est que, donc, si vous ne savez pas, je fais un très vite résumé. AMD, quelques temps avant la sortie, très peu de temps avant la sortie, a décidé de rehausser le niveau de puissance de la carte via une mise à jour du VBIOS, donc du BIOS de la carte graphique. Ce qui a fait que les constructeurs avaient déjà envoyé leur carte finie. Donc, si vous achetez une carte maintenant, elle a l'ancien BIOS, il faut flasher le nouveau BIOS. La plupart des marques ont sorti un BIOS que vous pouvez utiliser pour flasher, mais certaines n'en ont pas forcément mis un. Et aussi, l'un des autres problèmes, apparemment, c'est que cette nouvelle carte profite d'avoir de la meilleure mémoire. Et le problème, c'est que via le flash, ils ne peuvent pas forcément overclocker suffisamment la RAM pour qu'elle ait le niveau de puissance, la carte graphique qu'il faut. Donc, normalement, la RX 5600 XT vient avec de la mémoire à 12 Gbps à la seconde. C'est un peu sa vitesse. Et idéalement, pour qu'elle ait le bon niveau de performance, pour qu'elle dépasse largement une 2060, il faut qu'elle ait 14 Gbps de mémoire en vitesse. Et certaines marques ont carrément dit non, on ne peut pas garantir que vous aurez 14 Gbps sur la RAM. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que vous avez littéralement des nouvelles RX 5600 XT qui sont garanties d'avoir la bonne RAM, avoir le bon BIOS aussi. Et donc, notamment, il y en a une comme ça. Donc, chez Asus, c'est la ROG Strix Top. Donc, la Top en particulier est la version où il y aura le bon BIOS, la bonne RAM, de la meilleure RAM directement. C'est de la RAM différemment physiquement, c'est de la meilleure qualité. Vous avez aussi MSI qui a la Gaming Z qui est comme ça. Et il y a d'autres marques visiblement qui vont probablement en sortir. Donc, ouais, le problème maintenant, c'est que vous allez avoir deux cartes qui ont basiquement le même nom. Déjà, ça porte à confusion avec les trucs d'NVIDIA. Vous voyez, genre, oh, il y a une 1063 Go, il y a une 1066 Go. Ça portait déjà à confusion. Et puis, il y avait aussi la 2060 Super et la 2060 non Super. Ça porte à confusion. Mais alors là, on atteint un niveau où on ne sait même pas forcément. Si vous n'y connaissez rien, vous ne savez rien. Vous ne savez même pas aller dans un site trié. Parce qu'on peut aller sur les sites de vente, dire ah, affiche-moi que les 2060 ou affiche-moi que les 2060 Super. Donc les gens peuvent quand même faire la différence grâce à ça. Mais ici, on ne peut pas. On ne peut pas, à moins que les sites de vente s'amusent à mettre un truc pour les trier à part. Je ne crois pas. Et vous allez vous retrouver avec une situation où les gens croient avoir une RX 5600 XT pleine puissance, mais ils ont une version moins puissante et ils ne peuvent pas améliorer les performances. Donc, ouais, encore une fois, c'est bien d'avoir cet upgrade de performance AMD. C'est cool, franchement. Mais ils auraient pu un peu mieux gérer. Ils auraient pu même beaucoup mieux gérer. Et encore une fois, je tiens à le rappeler, d'ici un mois, alors d'ici un mois, il n'y aura plus le problème de BIOS, mais il y aura toujours ce débat mémoire plus rapide, mémoire moins rapide. Donc ouais, si vous devez acheter une 5600 XT, quoi qu'il arrive, si vous l'achetez vers 300 €, même une version qui n'a pas la meilleure mémoire, selon moi, ça vaut largement la peine vers 300 €. Si vous avez pris des 2060 vers 300 € aussi, ne vous inquiétez pas, vous avez une très bonne carte, il n'y a aucun problème. C'est plus, et c'est aussi d'ailleurs, petit update au niveau prix. Alors, j'ai pas gardé la page, mais les prix sont, par contre, il y a des prix qui sont complètement malades. Donc, vous avez la Saphir Pulse qui est sortie à 300 €. Vous pouvez la prendre 300 €. Vous avez la XFX Stick que vous pouvez trouver sur Amazon. J'ai un lien referring sur l'autre vidéo à 309 €. Ça va, c'est nickel. Vous avez par contre, là ça commence à monter, vous avez Gigabyte qui sort la leur. Alors c'est que sur LDLC pour le moment, donc c'est peut-être LDLC aussi qui se prennent leur petite marge, mais par exemple celle de Gigabyte est à 340 €. Et là ça devient un peu... Là vous êtes en mode, mais c'est pas trop loin des 5700 qui sont plus puissantes et qui ont 8 Go de RAM et qui sont juste bien meilleures en fait. Et après vous avez les autres marques. Ouf. Je pense que les pires, c'était les Strix qui montaient à 480 €. 480 € pour une 5600 XT. Et là, tu es juste en mode, non, ce n'est pas normal. Ce n'est juste pas normal. Le truc, c'est, je ne sais pas pourquoi les marques ont du mal à comprendre ça. Bon, je suppose qu'ils ont leurs raisons, qu'ils ont remarqué que les gens achetaient quoi qu'il arrive, ou que les gens ont des
préférence pour certaines marques et ne prendront jamais pour une autre marque ou autre chose et que du coup, ils peuvent se permettre de mettre leur plus haut modèle plus cher, tout simplement. Mais le truc, c'est que si vous avez une carte à 250 € et que la carte au-dessus, la nouvelle carte de la même marque ou plutôt du même constructeur, Nvidia ou AMD ici, est à 300 € ou à 350 €, vous ne pouvez pas sortir un modèle haut de gamme de la carte à 250 € au même prix que l'autre carte. C'est de la folie. C'est comme si Samsung faisait un Galaxy S10. Non, imaginons, ils font un Galaxy S20, ok? Et puis ils font un S20e, et puis ils mettent le S20e littéralement plus cher que le S20. Ce serait de la folie. C'est juste, non, tu ne fais pas ça. Et pourtant, ça arrive avec les cartes graphiques. Je ne comprends pas trop cette logique, mais bon. Dans tous les cas, c'est le bordel. Et c'est tout ce que vous devez retenir. Donc, personnellement, je vais certainement refaire un guide d'achat de cartes graphiques où je vais clairement dire ce modèle-là, c'est celui que vous voulez absolument, et pas l'autre modèle-là, et pour essayer de guider un max les gens, mais c'est le bordel. Ensuite, on a une news, on change totalement de registre d'ailleurs, on a une news au niveau de SpaceX. Donc, SpaceX devait conduire un test très spécial. Si vous ne savez pas, quand la NASA a mis, on va dire, à la retraite la navette spatiale, ils ont lancé un programme qui, en gros, ils cherchaient une entreprise américaine pour fabriquer une capsule pour envoyer des astronautes dans l'espace. Parce que depuis 2011, tous les astronautes américains vont dans l'espace via Soyuz, donc le système de lancement russe. C'est un petit peu ironique. Et du coup, ça a commencé en 2011. Il y a deux entreprises qui ont été retenues. Boeing, avec le Starliner, et SpaceX avec le Dragon, le Crew Dragon, Dragon 2, peu importe. Et du coup, ils ont conclu un test très récemment, qui était assez important. C'était un test où imaginons, il y a un problème avec la fusée, il faut expulser les astronautes pour qu'ils soient à l'abri. Eh bien, il devait faire un test où la fusée était soumise au plus de stress possible. Donc, il y a une phase lors du lancement, donc la fusée décolle, va vers l'espace, hein. Il y a une phase du lancement où elle a le plus de stress, c'est au moment où elle est pas trop loin, c'est ce qu'on appelle max Q, c'est là où il y a le plus de pression aérodynamique sur la fusée. Donc, vraiment, elle est stressée le plus possible. Et c'est à ce moment-là qu'ils devaient éjecter littéralement la capsule. Et ils ont fait le test, ça s'est très bien passé. Évidemment, la fusée a fini par exploser, voilà le restant. Parce que sans la capsule au-dessus, elle n'était plus aussi bien aérodynamique et du coup, elle a commencé à partir en vrille et puis pouf, juste exploser. Ce qui était assez intéressant aussi, c'est que il me semble que c'est pas forcément ce débris-là, je sais plus, mais il y a littéralement le deuxième étage de la fusée. Donc le premier étage, c'est la partie basse. Le deuxième étage, c'est, vous voyez la petite première partie noire, ça c'est à partir de là que vous avez le deuxième étage. Et là, vous avez la capsule qui est juste au-dessus. C'est le tout petit truc. Et le deuxième étage, qui est normalement l'étage qui booste la capsule quand elle arrive dans l'espace pour la mettre en orbite plutôt, ça parle mal. Ce deuxième étage est genre tombé pratiquement intact. Genre, c'était assez étonnant. Genre, la fusée a explosé, puis il y a des gens qui ont vu un débris qui tombait, et puis ils ont zoomé, ils ont pris une photo, et c'est littéralement le deuxième étage qui était en mode je suis toujours en vie, mais je suis en train de tomber vers Madame Mort. Et il est tombé d'ailleurs dans l'océan et a explosé au contact directement parce que la force était trop importante. Donc ça a fait 2 explosions basiquement. Mais du coup, la capsule s'est éjectée, no problemo. Les parachutes, commencé à tomber. Les parachutes se sont déployés, ils l'ont récupéré. Et bah nickel en fait. C'est nickel. Le test est concluant et ils vont pouvoir passer vers la prochaine étape, certainement. Bon, ils doivent encore analyser tout, regarder si la capsule est en parfait état et tout ça, évidemment. Mais ouais, j'ai envie de dire, bah, GG SpaceX, surtout par rapport à la concurrence qui a un petit peu du mal en ce moment. Pour information, Boeing, avec Starliner, a eu pratiquement 2 fois plus d'argent que SpaceX, oui, pour faire le même travail. Et eux, ils ont... le dernier test qu'ils devaient faire, qui a raté, hein, on en avait parlé, c'était qu'ils devaient lancer leur capsule, la faire aller en contact avec la station internationale, même la connecter, la garder là pendant quelques semaines, le temps de tester un petit peu tout, voir si tout va bien dedans, et puis la renvoyer sur Terre. Et si vous ne savez pas, ils ont fail. Ils ont littéralement fail, ils ont eu un problème d'horloge qui n'était pas synchronisé, et la capsule n'a pas pu atteindre la station internationale. Donc,
voilà, c'est un petit peu la situation actuelle. Donc SpaceX a encore de l'avance là-dessus. Du coup, leur prochain test, pour ceux qui se demandent, leur prochain test, c'est de mettre des êtres humains dessus et de les envoyer sur la station internationale pour, notamment, le plus important, récupérer un drapeau américain qui a été mis en 2011. Et en gros, l'équipe, on va dire, SpaceX ou Boeing qui arrive en premier a le droit de garder le drapeau. Donc, ma foi, voilà. Et donc, leur premier lancement, leur prochain test, on va dire là-dessus, ce sera d'ici quelques mois où ils vont envoyer 2 astronautes dans cette capsule à la station internationale. Et il faudra voir si ça marche bien, j'espère pour eux. J'espère que tout va bien se passer. Clairement, parce que ce serait dommage que déjà des gens aient un accident. Et parce que si vous êtes sur une fusée pareille, genre quand il y a un accident, vous avez très peu de chances de survivre. Hein. Je pense que vous vous en rendez compte vu la quantité de carburant là-dedans. Et j'espère juste, oui, que ça va bien se passer, quoi, tout simplement. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show. Je vous dis ciao, ciao.